Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Scoop It. Donc la première chose à savoir quand on parle de référencement aujourd'hui, c'est que les règles ont changé par rapport aux anciennes façons de référencer des sites internet, des blogs et des contenus web. Avant, au début du web, le référencement, le SEO était basé sur les backlinks, donc les liens entrants sur les sites. Donc plus on avait de liens, pour simplifier, qui pointaient vers un site, mieux on était référencé. C'est une technique qui a été largement détournée, reprise par des spammers qui ont su contourner le système. En parallèle de ça, on a eu la démultiplication de contenu, dû également aussi à l'avènement des réseaux sociaux, à l'avènement du web et de la publication de contenu. On a une masse de contenu, on a des gens qui ont détourné le système de référencement. Du coup, les algorithmes et Google, les algorithmes de recherche, ont dû s'adapter pour ne pas mourir et donc ont proposé des nouvelles façons de référencer et d'orchestrer la hiérarchie du web. Donc, le nouveau référencement, le nouveau SEO aujourd'hui cherche des réponses à des questions concrètes que se pose l'utilisateur et donc va regarder tout particulièrement le contenu qui est publié par les sites, par les personnes qui animent ces plateformes. Donc, il va regarder la fraîcheur de l'information, si elle est à jour, la pertinence, si elle répond à une question, et la qualité de celle-ci. Donc, tout le but et l'alchimie de ces algorithmes, c'est de bien regarder la qualité et si finalement le contenu qui est proposé sur un site va répondre à une question, va répondre à un besoin de l'internaute et va être à jour par rapport à ses besoins. Donc aujourd'hui, toute la stratégie de référencement, de la visibilité en ligne est basée sur le contenu, la production de contenu. C'est en fait un axe vital, quel que soit votre objectif en ligne, que ce soit générer des prospects, augmenter votre communauté, engager cette communauté, aller construire un leadership d'opinion en ligne, quels que soient les objectifs de votre entreprise, de votre business, de votre activité en ligne, vous allez être obligé de passer par cette case qui est la case contenu. Donc produire du contenu qui va être frais, engageant et de qualité pour l'audience. Donc ça, c'est une tendance qui n'est pas récente. Aujourd'hui, on le sait et c'est prouvé, les challenges principaux des marketeurs B2B, notamment en ligne, c'est la production de contenu. Il y a deux axes qui sont importants à noter là-dessus. C'est que la production de contenu, c'est important. Produire du contenu de qualité, c'est quelque chose qui va être vraiment le premier enjeu, le premier challenge du marketeur. On peut y arriver. Il y a des formats de contenu qui sont très qualitatifs, d'autres un peu moins. Le problème face à ça, c'est qu'il va falloir en produire constamment. La stratégie de contenu, c'est un chantier sans fin. Il va falloir s'y atteler. C'est une étape nécessaire, c'est vital pour l'entreprise. Mais il n'y a pas de moment où on se dira stop, on est arrivé. On a notre référencement et c'est gagné. Si on commence à se reposer sur ses lauriers, à arrêter cette production de contenu qualifié et de qualité, on va se faire à un moment donné dépasser par d'autres sites qui vont, eux, avoir des nouvelles réponses plus fraîches et sans doute plus engageantes sur des questions que votre audience se pose. Donc, c'est un petit peu ici que la curation entre en jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, la curation va permettre justement de répondre à ces deux questions dans un sens. Ça répond à d'autres questions, mais déjà à ces deux problèmes que se pose le marketeur, qui est la production de contenu sur des gros volumes et la consistance du contenu. Donc la curation de contenu, c'est justement pouvoir réexploiter des liens, des articles, des médias qu'on découvrirait en ligne, donc orchestrer une veille pour aller un petit peu transformer ça en articles de fond, en billets de blog, en contenu web que vous pourriez publier sur votre site, votre plateforme, et qui prendrait finalement moins de temps à générer qu'un contenu créé de A à Z. Donc ça permet de répondre au moins à la question de l'engagement de la fréquence, également à la question du volume qui est très importante. Donc on va regarder un petit peu aujourd'hui comment cette curation de contenu peut répondre à une question qui est cruciale, qui est également celle du référencement. Parce que finalement, si la curation de contenu aujourd'hui n'est plus approuvée en tant que média qui va vous aider à produire plus et fréquemment, on peut se demander, et légitimement, si ça va vous permettre d'avoir également un bon retour sur investissement en termes de référencement. Donc l'idée, tout l'objet de ce webinaire, c'est d'avoir une réponse assez étayée et chiffrée et vous donner des astuces pour être efficace par rapport à ça. Donc on va reprendre rapidement quelques notions importantes sur la curation.
comment on fait un bon blog post de curation, comment on fait un bon contenu de curation pour son site web. Sur cet écran, sur ce slide, je vous en ai listé deux. Sur la partie de gauche pour moi, donc c'est un blog post de Scoopit, qui est un article qui a été repris. Donc on retrouve, vous voyez la première flèche tout en haut, montre le titre de l'article source qui a été repris, qui a pu être édité. On a toujours conservé un visuel, on essaie de mettre en perspective ce visuel avec le titre qu'on aurait pu éditer également. En dessous de ce visuel, on trouve une petite citation de l'article d'origine, une citation de quelques lignes. Généralement, on essaie de rester entre 2 à 5 lignes, et la source du contenu. Donc, on va revenir sur ces éléments au fil des slides, mais voilà, ça c'est déjà la première étape par rapport à la curation, c'est détecter un article qui serait intéressant de transformer en base de blog post, en base de contenu pour alimenter un site. Et juste en dessous de la source, ce qui est très important, vous voyez en dessous du site gartner.com, on trouve un commentaire qui a été rajouté par un marketeur de chez Scoopit, par un blogueur de chez Scoopit, quelqu'un qui veut communiquer sur un point de vue sur ce contenu qui a été trouvé, qui a été détecté comme étant potentiellement intéressant pour notre audience. Donc on va revenir sur ces principes. Pourquoi ce contenu on l'a sélectionné? A priori parce qu'il répond à une question de notre audience. Donc on s'est rendu compte que on pourrait amener une perspective, amener une valeur ajoutée à cet article et le promouvoir sur notre plateforme et bien sûr pointer vers ce contenu d'origine qu'on a trouvé sur le site gartner.com. Sur la partie droite de l'écran, donc vous trouvez un article qui est de The Village, donc un blog qui utilise également Scoopit pour faire de la curation. Donc très bon blog post de curation. C'est un site, je vous encourage à aller le voir si vous cherchez des exemples de curation bien faite, qui fait ça dans une très bonne, d'une manière assez efficace. Donc là, on retrouve, c'est sur le télétravail et la mobilité, donc on discute de l'opportunité pour les entreprises et ses salariés. On retrouve un article assez bien fait avec une source assez claire, une citation de l'article d'origine, et puis bien entendu, ensuite, on va trouver un contexte qui a été amené par les blogueurs de The Village, qui va élaborer, qui va surtout pointer vers d'autres sources du blog, qui va mettre certaines perspectives en gras pour annoncer certains mots, certaines choses qui vont répondre à des questions bien précises de l'audience. Et on va revenir aussi sur comment structurer justement tous ces commentaires, comment organiser un petit peu cette publication. Autre point qu'on nous pose souvent, c'est une question qui revient souvent chez nos utilisateurs et les gens qui s'intéressent à la curation en général, c'est est-ce que le contenu de curation, c'est du contenu dupliqué? Alors, surtout pas. Faut pas faire l'amalgame. C'est un raccourci que certaines personnes font et justement, c'est peut-être le moment de faire un petit peu le point là-dessus. Le contenu dupliqué, qu'on soit bien clair, c'est un copier-coller pur et simple de l'intégralité d'un article qu'on mettrait sur un site. Ce n'est pas du tout l'objet de la curation. La curation, c'est citer l'article. Donc tout à l'heure, je vous ai montré sur les blog posts 2 à 5 lignes maximum pour donner l'esprit de l'article. Ceci n'est pas considéré comme du contenu dupliqué, mais simplement une citation. Il n'y a aucun problème avec ça. Par ailleurs, c'est complètement légal. Vous avez le droit de citer quelques lignes. Si vous êtes couvert par le droit de citation, il n'y a aucun souci avec les droits d'auteur. Par opposition au contenu dupliqué, qui serait simplement par copier-coller, enfreindre le droit de l'auteur sur son contenu, sa production de contenu. Par ailleurs, dans la curation, on garde toujours un lien vers l'article d'origine, ce qui n'est pas le cas pour un contenu qui serait dupliqué, ou si vous enlevez le lien, justement, vous perdez cette valeur qui est justement la citation de quelqu'un et la citation de la source. Et donc, in fine, la curation va permettre d'amener du trafic justement à l'auteur, et donc finalement, va être comme un échange de bons procédés sur lequel vous allez pouvoir commenter, rajouter du contenu, de la perspective, et qui va être finalement très bien valorisé par Google, par opposition à un contenu purement dupliqué, copié-collé de façon brute, sans lien, sans référence à l'auteur d'origine, et qui va être très néfaste pour le référencement. Autre chose à avoir en tête quand on parle de curation, c'est un petit peu regarder la curation par rapport à des coûts de production de contenu. La curation de contenu, c'est une méthode, et je vous en parlais tout à l'heure en introduction, qui est super efficace quand on parle de création de contenu. Si on regarde les coûts de production d'un contenu, c'est du temps, c'est de l'argent. Chaque contenu va coûter plus ou moins cher en temps et en organisation aux gens qui veulent le produire. La curation, ça permet justement d'être plus rapide, de détecter un lien, de détecter un article, de l'enrichir.
Ça prend entre 15 minutes et 45 minutes, on va dire, si vous voulez aller être un peu plus exhaustif par rapport à un article. Donc, en moins d'une heure, vous pouvez avoir produit un blog post là où vous allez passer 2 à 4 heures minimum pour rédiger un billet pour votre blog. Et quand vous allez le produire et le faire travailler des freelances, vous pouvez vite passer dans des notions de jours avec l'organisation, la relecture que ça peut engendrer. Le message ici, il est clair, ce n'est pas forcément arrêter de la création de contenu. Bien entendu, la création de contenu est très bénéfique et très intéressante, seulement est très consommatrice de temps et très chère. Donc l'idée est de trouver un subtil équilibre entre la création et la curation de contenu pour arriver à avoir une stratégie gagnante. Donc, on va venir à notre question principale aujourd'hui, c'est finalement, de façon chiffrée, est-ce qu'on peut montrer que la curation de contenu, elle peut avoir les mêmes bénéfices en référencement que de la création de contenu, hein. Donc ça, c'est important de pouvoir le mettre en avant, et c'est le résultat de pas mal d'études, dont une qu'on a affichée ici. Pour résumer l'esprit de cette étude, c'est une comparaison entre des blog posts de curation et qui ont différents formats et des contenus originaux, donc créés de A à Z sur un site. Et donc, ce qui en ressort, c'est intéressant, c'est que quand on fait de la bonne curation, on peut avoir des résultats qui vont être supérieurs ou égales à de la création de contenu. Et quand je dis de la bonne curation, de la curation bien faite, c'est un petit peu reprendre la structure de ce que je vous ai montré en premier lieu et sur lequel on va revenir un petit peu au fil des astuces que je vais vous dérouler juste après. C'est tout simplement garder un titre accrocheur, avoir un bon visuel, citer la source, garder une citation courte et puis surtout bien enrichir d'une annotation. Et souvent on nous demande, bah oui, mais comment on sait ce qui va être suffisant en termes de contenu ajouté à un article qu'on cure, quelle est la limite justement pour atteindre des performances intéressantes en termes de référencement. Ici, dans cette étude, ça met en avant le chiffre de 200 mots. Donc, on retient la limite entre 150 et 200 mots, efficace pour permettre à un article d'être bien référencé. Le message est, je pense, un peu le suivant. Si vous êtes dans une logique de production constante et rapide, essayez de toute façon rajouter un commentaire, de toute façon rajouter des mots-clés que vous mettez en gras. On va revenir un petit peu là-dessus, des liens vers d'autres sources de votre site. Mais si vous arrivez à garder cette constance d'annoter de 150 à 200 mots avec vos commentaires et une perspective intéressante, vous pourrez être très efficace, très très efficace en curation. Donc, passons aux choses un petit peu plus pratiques. Donc, par rapport à ce que je viens de vous présenter, donc, quelles sont les nouvelles règles du référencement, hein. On a vu qu'aujourd'hui, on était engagé sur de la qualité. Il va falloir répondre à des questions que se pose votre audience, qui vont être des... Donc, au final, c'est un petit peu apporter de la documentation, de l'utile à l'audience, par opposition à simplement des choses qui vont venir nourrir les moteurs de recherche, sachant qu'il faut garder ces moteurs de recherche en tête. Donc, il va falloir aussi faire des contenus qui vont être optimisés pour eux. Donc, ces contenus doivent être engageants. Ils vont vous coûter cher en temps et en organisation. Donc, il va falloir répondre à ces questions également, les questions d'organisation et d'efficacité. On va les aborder. Et puis, on va regarder aussi comment les questions qu'il faut se poser en tant que marketeur aujourd'hui, en tant que personne qui va travailler autour du contenu, sur comment on peut avoir une stratégie de contenu gagnante avec la curation. Donc, c'est intimement lié à comment on mesure un petit peu les bénéfices de la curation. Donc, on va regarder 15 astuces, vraiment des choses très pratiques. Certains d'entre vous peut-être connaissent déjà certains slides qu'on va dérouler ou ont déjà entendu parler de certaines pratiques. L'idée, c'est de pouvoir vous donner justement une boîte à outils et qui vous permettent d'avancer sereinement avec la curation de contenu. Donc, on va dire en règle générale, l'idée c'est de pouvoir trouver un sujet qui va définir votre marque. Donc, au-delà de trouver du contenu à tout va, c'est de pouvoir détecter des articles, des contenus, des médias qui vont pouvoir s'ajouter à votre ligne éditoriale et que vous allez avoir envie de relayer. Donc ça, c'est également lié à l'idée d'avoir une veille efficace en ligne. Donc c'est définir le type de contenu que vous souhaitez relayer, que vous souhaitez mettre en avant, quelle va être votre ligne éditoriale et pouvoir justement détecter ces articles, trouver ces contenus. Donc ça nécessite un petit peu, c'est un peu la thématique sous-jacente, d'avoir une veille un petit peu du web organisée
Donc, on peut avoir des outils qui font ça de manière automatique. On peut également se créer des alertes. On peut avoir des lecteurs de flux RSS. Donc, il y a tout un tas de systèmes qui vont vous permettre de faire ça. Et là, c'est intéressant pour le marketeur justement de, à minima, d'avoir une veille, une lecture quotidienne de la presse, et puis même justement de pouvoir s'équiper en termes de veille, avoir des moyens justement de détecter avec des alertes des contenus qui seraient intéressants sur son secteur, qui seraient intéressants d'utiliser sur son blog ou sur son site. Donc ça, c'est le premier point, c'est déjà savoir quels sont ces contenus et les définir. Ensuite, c'est justement trouver des contenus qui vont intéresser votre audience. Alors ça, c'est pas évident. Intéresser une audience, il y a deux points là-dessous. C'est déjà se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que votre audience veut? Quel contenu ils attendent? Et on va dire que ici, il y a une façon assez simple de prendre le problème, c'est se dire justement à quel problème mes clients, mon audience est confronté. Hein. Qu'est-ce que je peux leur amener comme valeur? Pourquoi ils vont me consulter? Et justement, c'est là où la force du contenu en ligne, c'est il a pour but d'être éducatif. Donc, qu'est-ce qui peut éduquer mon audience? Qu'est-ce qu'ils vont chercher comme solution? Et ça sera jamais sur votre site prendre rendez-vous avec un commercial. Donc, il faut leur amener des contenus qui vont les engager, donc des contenus intéressants. La deuxième chose, c'est que il va falloir le valider ça. Donc c'est hyper important et c'est une étape qu'on va regarder aussi après dans ces astuces. Il va falloir faire des paris, donc se dire ok voilà là ce contenu va répondre à une question que se pose mon contact, la personne qui vient sur mon site. Mais est-ce que finalement c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui a marché? Donc il va falloir le mesurer. Ça c'est super important. Donc, être capable de détecter des contenus et un message, de mettre en place un message qui va être utile et éducatif pour mon audience, et être capable de savoir si, dans les faits, c'est vrai, si ça a vraiment eu une interaction intéressante avec les gens qui viennent avec mon trafic. Autre chose, c'est être spécifique. Donc vaut mieux être très précis, hein, pour résumer cette pensée, c'est vaut mieux être très précis sur un sujet de niche que très large ou très vague sur un sujet très large. C'est important parce que finalement, si votre activité existe, si votre business, qu'il soit en ligne ou hors ligne, business physique existe, c'est que finalement, il doit répondre à une question précise que se posent vos clients. Voilà. C'est important de se dire ça. Et finalement, ça, c'est peut-être quelque chose d'assez pointu, mais ça vaut le coup de le mettre en avant. C'est peut-être justement là que certaines personnes se posent des questions sur Internet et ont envie d'aller trouver des réponses. Et là, vous pouvez être très, très pointu dans vos réponses et leur amener une valeur ajoutée qui va être vraiment importante par rapport à une thématique assez large, qui va être d'ailleurs très concurrentielle au niveau des mots-clés, et où vous aurez plus de mal à faire votre trou. Donc, faut pas hésiter à aller peut-être sur des thématiques un peu plus de niche, qui vont peut-être générer un peu moins de trafic, mais qui vont peut-être amener les bonnes personnes. Et on verra aussi, c'est important qu'elles puissent vous contacter, mais au moins, les gens vont vous trouver pour ce que vous savez. Voilà. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est exactement sa réponse. Donc, faut être spécifique et faut pas hésiter à l'être. Quatrième point, là on rentre dans des notions un petit peu plus organisationnelles. Il faut se mettre des objectifs. Enfin, en termes de content marketing, de référencement, si on a parlé de volume, on a parlé de contenu qui doivent être publiés fréquemment, qui doivent être produits, c'est important pour le marketeur de s'organiser en termes de publication de contenu. C'est-à-dire qu'à minima, il faut avoir sur une feuille Excel les objectifs de la semaine en termes de publication de contenu. Comme je vous disais tout à l'heure, le content marketing, c'est un chantier qui s'arrête jamais. C'est hyper important et il faut toujours être sur le front de la publication. Mais bon, déjà, il faut se mettre des objectifs, il faut les chiffrer, il faut les suivre. Donc ça, c'est important. Il y a des outils qui permettent de faire ça, notamment les outils que propose Scoopit. Mais le message, c'est qu'à minima, il faut se mettre noté, y avoir songé et se dire, voilà, combien de contenu moi je souhaite publier. Donc ce que vous voyez sur cet écran, c'est Scoopit Content Director, c'est notre outil de content marketing et justement on a souhaité inclure dans cet outil une interface calendaire, une interface de programmation de contenu où on peut suivre ses objectifs, ce qui est pour nous le b.a.-ba et la base du bon content marketing.
Autre chose, c'est le sourcing de contenu. C'est un petit peu lié à la veille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va falloir aborder les bons sujets, surveiller les bons secteurs. Euh, Autant l'automatiser. Donc, sourcer ce contenu, c'est important. Il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir un process qui vous permet de transformer les contenus que vous avez sélectionnés rapidement en blog post de curation. On parle bien de blog post de curation, on parle bien de contenu de curation pour les sites si on ne parle pas d'un blog, mais il va falloir transformer facilement ce contenu en curation, donc avoir un processus un petit peu intégré entre de la veille et puis utiliser ça dans un mode de publication tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est avoir un mode opératoire interne ou un outil qui vous permet de faire ça, qui vous permet de transformer un contenu que vous avez sélectionné, une vidéo, un article sectoriel en post sur votre site. Donc si on reprend un petit peu cet écran, ce qui est intéressant sur ce type de moteur de veille, et il y en a plusieurs qui font ça, et c'est de pouvoir lire des flux RSS, de pouvoir surveiller des comptes Twitter d'influenceurs, de pouvoir ajouter vos propres sources, et puis sur certains outils tels que Scoopit, vous pouvez même mettre vos mots-clés et faire remonter du contenu de façon automatique que vous allez pouvoir consulter tous les matins et en faire des blog posts, aller le partager sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, on revient un petit peu sur l'amélioration du contenu. Donc on a bien vu que la curation de contenu était efficace que si on l'a commenté et on y ajoutait une patte personnelle et un commentaire engageant par rapport à votre audience. Il y a quelque chose qui est important et qu'on a des fois tendance à oublier, c'est d'être humain dans ses commentaires. Euh, Aujourd'hui, on se dit bah voilà, il faut tout optimiser pour Google, il faut mettre des mots clés en gras, il faut mettre des liens vers d'autres sources, etc. Ce qui est vrai, c'est hyper important, mais faut pas délaisser l'audience. Ça sert à rien de faire un poste de curation un peu robot avec plein de mots clés qui finalement perd un peu de sens. Euh, il faut un petit peu oublier Google. C'est important de s'adresser à quelqu'un. C'est important d'amener une vraie réponse à une vraie personne qui est derrière son ordinateur. Oui, il faut optimiser pour Google. Il faut mettre du mot-clé, faut pas hésiter. Mais bon, faut pas que ça soit trop non plus un blog post de robot. Donc, faut avoir une vraie ligne éditoriale. Faut engager l'audience et le commentaire en fait réellement partie. Oubliez pas le lecteur. Oubliez pas le lecteur. On nous demande aussi également souvent quels sont les contenus qui vont être justement intéressants pour ce lecteur. On vient de dire qu'il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que je peux lui proposer pour justement éveiller son intérêt et puis bah, aussi me positionner comme étant crédible sur un domaine particulier. Donc là, c'est une étude également qu'on vous a sélectionné. Il y a certains contenus qui vont être à privilégier. C'est sûr que tout ce que vous créez vous-même a un petit peu moins de valeur crédibilisante. Donc, faut pas hésiter à relayer des contenus, à détecter qui a de l'influence. Il faut savoir le mapper, c'est-à-dire ben voilà quelle institution, quel influenceur, quel organisme va faire autorité dans votre domaine et relayer les contenus. Hein, donc ça, c'est important. Et ça va surtout crédibiliser votre audience et également si vous le faites, si vous faites de la curation, c'est pas exclu que ces personnes voient que vous avez réutilisé l'article parce que vous leur ramenez du trafic, faut pas l'oublier, et vous citent et vous mentionnent et repartagent, et voilà, cette personne sur mon blog, sur son blog, pardon, sur son site, a réutilisé a mentionné notre article, a rajouté du contexte, et regardez, c'est intéressant ce qu'il propose comme point de vue sur ce qu'on a produit. Et du coup, il vous mentionne et du coup, il vous apporte aussi de la notoriété. Donc, il partage en quelques mots la notoriété avec vous. Donc, regardez bien ce que vous partagez. Déjà, c'est important. Il ne faut pas relayer des choses qui ne seraient pas de bonne qualité. Donc, lisez bien, regardez bien et détectez ce qui fait autorité sur votre secteur pour justement pouvoir commenter, pointer vers ces sites et ces endroits qui sont un petit peu les sites de référence et les acteurs de référence pour votre audience. Ce qui amène directement à ce point, soyez sélectif dans ce que vous proposez à l'audience. Et quand on parle de sélectif, c'est dans les contenus que vous choisissez. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est relayer du contenu de qualité, relayer de l'intérêt et du qualitatif pour votre audience, mais c'est surtout également éviter le bruit. Donc, quand vous allez relayer du contenu, quand vous allez faire de la curation de contenu, que vous allez pouvoir justement atteindre des volumes que vous ne pourriez pas atteindre en création, il ne faut pas non plus que ça devienne l'excès inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
créer du bruit, parce que ce que vous allez publier sur votre blog, vous allez le distribuer peut-être sur des réseaux sociaux, dans des newsletters. Il ne faut pas arriver dans l'excès inverse. Il faut rester sélectif par rapport à aux attentes de votre audience. Et quand on dit que votre audience attend certaines réponses très précises à leurs questions, il ne faut pas que ça devienne non plus que vous contribuez à l'infobésité et justement au bruit ambiant. Donc il faut que vous les aidiez, que vous les guidiez dans ce qui est essentiel. Et en plus de ça, vous leur apportiez une réponse bien qualifiée à leurs questions et ne pas contribuer justement à diffuser ce trop-plein d'informations. L'importance des influenceurs, on a commencé à l'évoquer. Je pense que ça, c'est un point super important parce que les influenceurs, si vous travaillez bien avec eux, et là, je vous invite également à venir aller sur notre blog.scoop.it, qui a un blog post qui parle justement de comment interagir avec ces influenceurs. C'est les inclure dans son cycle de distribution de contenu ou les inclure dans son cycle de création de contenu ou les mentionner en curation. C'est super important parce que ça va vous permettre de crédibiliser votre discours, comme on vient de le dire, mais ça va vous permettre aussi de montrer que vous existez à ces personnes qui relaient vos contenus et ils vont vous permettre d'aller un petit peu promouvoir vos contenus au-delà de vos sphères, d'aller chasser un petit peu l'audience, entre guillemets, dans d'autres cercles. Et ça, c'est hyper important. Ça va amener énormément de crédibilité à votre ligne éditoriale et ça va vous amener du trafic. Faut pas oublier que ces personnes, ces influenceurs, c'est des gens un peu comme vous. Eux, ils sont peut-être très bien établis sur certains domaines, mais ils cherchent également à se donner de la visibilité. Donc, c'est pas forcément l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais il y a des façons d'interagir avec ces gens, de les inviter, de les faire participer peut-être à votre curation, peut-être à vos créations de contenu, mais tout du moins au moins à la distribution de votre contenu. Et c'est important. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir les détecter. Donc, il faut, en partie dans cette veille que vous allez faire, garder une place à détecter quelles sont les personnes derrière les blog posts, derrière les sites, derrière les médias que vous détectez, qui sont-ils et comment vous pouvez les engager. Comment vous pouvez les engager et à minima les mentionner, citer leur contenu, faire de la curation grâce à leur contenu et leur envoyer du trafic, partager leur contenu pour ensuite pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin dans un partenariat avec eux. Autre point, c'est la pertinence et la cohérence du contenu. C'est aujourd'hui une question assez délicate en ligne. On se la pose souvent et on nous l'a souvent posée. On se l'est aussi beaucoup demandé. C'est est-ce qu'aujourd'hui, dans une bonne stratégie de référencement, vaut mieux publier beaucoup ou vaut mieux publier des choses très qualifiées et peu? Donc la réponse, elle est en fait, vous voyez sur la partie verte de ce schéma. Il vaut mieux publier beaucoup et de la qualité. Alors c'est un petit peu ambigu, mais disons que aujourd'hui, si vous publiez beaucoup ou si vous publiez très peu et de la qualité, vous aurez peut-être à peu près les mêmes retours. Si vous arrivez à mixer les deux, vous aurez des retours qui vont être excellents. Euh, les contenus qui sont très longs, les e-books, les white papers, vont avoir tendance à être très efficaces pour générer du lead, vont peut-être être plus partagés, plus lus. Par contre, ils vont être très longs à produire, ils vont être très coûteux, donc vous n'allez pas pouvoir en produire beaucoup. La curation, elle, va vous permettre d'être très rapide. Par contre, il va falloir garantir, il va falloir vous mettre une limite basse de qualité. Donc, il va falloir s'infliger un petit peu des limites et se dire, OK, en dessous de tant de mots, en dessous de je ne publie pas, il va falloir que je rajoute un commentaire, qu'est-ce que j'ai ajouté par rapport à cet article, à quelle réponse, à quelle question je réponds, pardon. Et il va falloir au moins répondre à ces 2-3 points que vous êtes fixés en limite base de qualité avant de publier. Donc la réponse, c'est publier beaucoup, de la bonne qualité, et pour y arriver, finalement, vous allez peut-être sur certains contenus faire des choses un petit peu moins qualitatives, mais fixez-vous toujours une limite basse sous laquelle vous ne passez pas en termes de qualité. Et ça vous permettra de faire du volume en ayant un petit peu ce garde-fou de qualité qui est là. Autre chose, c'est de raconter une histoire qui va être un petit peu pertinente et unique pour vos clients. Parce que depuis tout à l'heure, vous contactez ou votre trafic. Depuis tout à l'heure, je vous dis, ben voilà, il faut faire de la qualité, il faut répondre à des questions. C'est pas évident, c'est extrêmement compliqué. On se dit, bon ben voilà, moi je vais parler de ce que je connais, je vais mettre du contenu, je vais mettre des mots-clés, je vais mettre des choses sur lesquelles des messages sur mon secteur.
et finalement, on a un peu du mal à se dire, bon, bah voilà, moi, il y a 15 concurrents qui ont déjà des blogs, ils ont déjà des sites, ils sont là depuis un an ou deux ou plus. Comment moi, je vais arriver avec mon blog et puis je vais arriver à faire autorité et à me donner de la visibilité. C'est une remarque qui est vraiment légitime. Et j'en reviens un petit peu au fait que si votre business existe, c'est qu'au final, il répond à une question, il répond à un besoin de vos clients. Donc prenez cet angle et essayez de le décliner dans vos visuels, dans vos titres, faites-le transpirer dans vos articles et répondez à ces questions et ajustez on va dire la trame un petit peu éditoriale de votre article pour justement montrer votre pertinence et ce que vous amenez par rapport à ce contenu pour vous démarquer encore plus, en plus de votre message. Ce qui est prouvé, c'est que quand même, plus votre article, enfin, quand votre article est un visuel, il sera plus partagé, il sera plus lu et ouvert. Euh, et s'il a un titre accrocheur qui est en lien avec le visuel, ça sera encore mieux. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous êtes unique, à quelle question, pardon, vous répondez, et essayez de le transposer dans le contenu que vous produisez en termes de visuel et en termes de titre. Sur le dispositif en général, ce qui est important et qu'il ne faut jamais laisser de côté, c'est de toujours inclure des call to action sur votre site. Donc, c'est compliqué comme je vous disais tout à l'heure, de dire venez sur mon site, prenez un rendez-vous commercial ou contactez-nous pour avoir un devis. Ça risque de pas être très efficace. Si vous mettez du contenu éducatif, du contenu intéressant et utile, je pense que votre audience risque de se dire bon bah ok, là je vais trouver un contenu qui va m'éduquer, qui va m'apprendre quelque chose. Est-ce qu'il va tout de suite prendre rendez-vous avec un commercial, tout de suite demander un devis? C'est pas sûr. Par contre, vous pouvez peut-être lui demander de s'engager sur quelque chose de peut-être un peu moins fort dans un premier temps. C'est peut-être s'enregistrer pour laisser son adresse mail pour recevoir votre newsletter. S'il a trouvé l'article intéressant et éducatif, peut-être qu'il est d'accord pour en recevoir plus. Il peut également télécharger un contenu que vous auriez mis derrière un formulaire pour récupérer ses coordonnées et justement en apprendre plus. Ou voilà, peut-être mettre une démo en ligne d'un produit. Donc, disons que selon ce que vous proposez, vous pouvez peut-être trouver un niveau d'engagement que vous proposez au trafic qui serait finalement un intermédiaire. Il est content de laisser son adresse mail, il est content de s'enregistrer pour consulter un peu plus de contenu éducatif parce que c'est une vraie valeur pour lui. Et en même temps, vous lui proposez pas directement un rendez-vous, vous n'êtes pas trop agressif sur le côté commercial. Et ça, c'est important parce que c'est assez efficace. Et après, une fois que cette personne est entrée dans ce système, que vous avez récupéré ses coordonnées, vous allez pouvoir le faire rentrer dans un cycle peut-être un peu plus éducatif. Vous allez faire un peu ce qu'on appelle du nurturing, lui amener d'autres contenus qui vont peut-être l'amener vers une décision et un acte d'achat au final. L'importance de la distribution et du partage, c'est quelque chose qui est souvent oublié, qui est mis de côté. C'est pas tout le temps le cas, hein. Mais c'est un petit peu l'objet de cette slide. La production, quand les gens parlent de content marketing, on pense tout de suite à la production de contenu. Ce qui vient directement derrière, c'est la distribution de contenu. Et en fait, la production de contenu, c'est en effet quelque chose qui est difficile, donc sur lequel on se focalise, mais c'est peut-être 50% du travail. Une fois qu'on a produit un contenu, c'est bien, mais aujourd'hui, on peut pas avoir un site web juste avec un contenu et puis attendre que ça se passe et que le trafic va arriver et puis que ça va avoir une viralité incroyable comme ça. Donc non, il va falloir le partager. Il faut pas oublier la distribution en général. Donc ça peut se faire avec les réseaux sociaux. Donc la distribution sur les réseaux sociaux va être hyper importante pour le référencement parce que va amener du trafic, va amener de l'interaction sur votre page, ce qui est également quelque chose qui est pris en compte sur le référencement. Il y a les réseaux sociaux de votre société. Il ne faut pas hésiter à utiliser les leviers qu'il peut y avoir en interne, hein, un petit peu d'amplification, peut-être des comptes sociaux des collaborateurs, hein, qui par ailleurs peuvent être des très bons ambassadeurs, ou même des gens qui vont suggérer des articles de curation et les commenter, et donc les redistribuer sur leurs réseaux sociaux. Le mailing, tout ce qui est l'inclure dans des newsletters, et également peut-être travailler avec je reviens un petit peu à la notion d'influenceur, on dérive un petit peu de cette slide, mais c'est également une excellente stratégie de distribution. Donc, ne pas oublier le partage sur les réseaux sociaux, c'est la première étape, et ne pas omettre le poids et l'importance de la distribution, c'est quelque chose d'un petit peu plus général qu'il faut garder en tête. Il faut pas oublier de rendre les honneurs. Bon, là-dessus, je pense qu'on a quand même pas mal appuyé pendant ce temps ensemble. C'est super important de, bien sûr, mentionner les sources, de pouvoir amener le trafic,
Ça va être bénéfique à tous les niveaux. Surtout, c'est important de le faire avec la curation. Euh, Ça peut engendrer de bonnes surprises avec des gens qui risquent de vous contacter par la suite si vous faites ça bien et qui vont peut-être devenir des co-auteurs. En tout cas, chez Scoopit, il y a un certain nombre de nos contenus qui ont le plus marché, qui ont généré le plus de leads, qui sont des contenus qu'on a créés justement avec des entreprises ou des influenceurs avec qui on avait une vraie valeur ajoutée en termes de production de contenu. On a produit un contenu intéressant avec HubSpot justement, qui est une entreprise qui est quand même qui a une bonne notoriété et qui est assez avancée sur tout ce qui est marketing. Donc c'est important justement, voilà, quand vous mentionnez quelqu'un, quand vous récupérez un contenu, de le mentionner et ça peut créer un niveau d'engagement intéressant. Et enfin, une chose que j'ai évoquée tout à l'heure et qui est vraiment super importante pour conclure, c'est de pouvoir mesurer le retour sur investissement de la curation de contenu et on va dire du contenu en général, hein, c'est important. C'est de savoir, être capable de dire combien m'a ramené mon contenu. Enfin, de se dire combien. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va peut-être être le trafic, ça va peut-être être des leads, ça va être du référencement, mais il faut que vous soyez capable de le monitorer. Donc il y a des outils type Google Analytics qui permettent de faire ça. Certaines plateformes ont des outils qui sont déjà inclus dedans. Ce qui est sur cette slide, par exemple, c'est les outils d'analytics qu'on a nous sur Scoopit Content Director, qui nous permet en fait d'adopter une approche volume, amplification, trafic et leads. Donc c'est concrètement savoir comment on se positionne par rapport à nos stratégies de volume de publication. Donc là, c'est un très bon endroit pour le voir. Mais si vous êtes mis ça sur un fichier Excel, c'est pouvoir dire je suis dans les clous ou en retard par rapport à ma stratégie de publication pour la semaine et mes objectifs. Ici, on peut le voir d'un coup d'œil, savoir combien de fois notre contenu a été partagé. Donc ça va vous donner une idée de votre notoriété, de votre leadership d'opinion en ligne. Le trafic que ça m'a généré, donc combien de visiteurs et de vues j'ai généré avec mon contenu, et enfin pouvoir mesurer le nombre de leads que vous avez généré. Donc un lead, ça peut être quelqu'un qui achète quelque chose, ça peut être un abonné, ça peut être quelqu'un qui télécharge, mais disons qu'un lead pour vous, vous allez certainement le qualifier différemment selon vos business et vos objectifs, mais vous devez savoir combien la curation de contenu, combien le contenu en général vous rapporte en termes de contact, de valeur pour votre entreprise et de retour sur investissement. Et ça va vous permettre, d'améliorer votre ligne éditoriale, de mieux répondre aux questions que se pose votre audience et in fine d'être mieux référencé. Donc voilà pour ce 15e et ultime conseil. J'espère que ça vous a intéressé. En ouverture, je vous propose ce petit contenu qui vous permet, je vous invite à aller faire un tour sur notre blog, qui vous permet de tester votre stratégie de content marketing avec des questions assez simples, ça prend 5 minutes. L'idée, c'est pour vous, pour un peu ouvrir vos perspectives, voir un petit peu comment vous vous placez par rapport à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. On allait un petit peu plus loin que le référencement pur. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, encore une fois, vous le retrouverez dans le e-book qu'on va mettre en ligne et que vous allez pouvoir télécharger. Et encore une fois, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.